Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre émission quotidienne pour décrypter les enjeux de l'immobilier et de l'investissement. Aujourd'hui, nous abordons une question qui fait débat. A-t-on encore besoin d'un ministre du Logement ? Depuis sa création, le ministère du Logement a joué un rôle central dans les politiques publiques, mais face à une crise immobilière de plus en plus complexe, certains s'interrogent sur sa pertinence. Faut-il renforcer ce poste ou bien redéfinir ses missions, voire répartir ses responsabilités à d'autres acteurs ? Pour explorer cette question, j'ai le plaisir de retrouver Éléonore Slama, adjointe au maire du 12e arrondissement de Paris, maire de Bel-Air, dont le regard politique sera précieux aujourd'hui. Bonjour Éléonore. Marc. Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta, un promoteur très engagé dans la production de logements. Bonjour Norbert et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur Radio J. Bonjour Marc. Alors aujourd'hui, nous allons discuter du rôle historique et des actions actuelles du ministère du Logement, des défis qu'il rencontre face à une crise sans précédent et enfin des solutions possibles pour mieux répondre aux enjeux du logement en France. Alors depuis la loi Loucheur en 1928 jusqu'à par exemple l'instauration de l'APL en 1977, les réformes historiques ont souvent été portées par des ministres du logement ambitieux. Pourquoi semble-t-il plus difficile aujourd'hui de mener des réformes structurelles dans ce domaine, Norbert ? Je pense que des ministres ambitieux, il y en a eu plus que ces deux-là. En fait, Bien sûr. En préparant l'émission, je me suis interrogé sur ce qui s'était passé depuis 20 ans. Et donc, on a quand même la loi SRU. Donc, la loi SRU, c'est le nombre de logements sociaux par commune, c'est 2000. C'est Dominique Voynet. On a Jean-Louis Borloo qui va réformer, mettre beaucoup d'argent dans tout ce qui est les quartiers prioritaires, ce qui s'appelle l'ANRU. L'ANRU, oui. On a deux grandes décisions en 2008 et en 2015. C'est les lois de défiscalisation. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas les ministres des logements qui vont les prendre, c'est deux présidents qui aiment l'immobilier. Et c'est Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le problème, c'est que depuis 2017... C'est ça, j'y arrive. Avec un dernier ministre quand même qui prend deux mesures assez importantes. C'est Emmanuel Cos. Emmanuel Cos par la réforme d'Action Logement. Action Logement, c'est le premier bailleur en France, c'est 1 million de logements. Et la création de ce qui s'appelle le bail réel solidaire, qui permet de dissocier foncier et bâti et qui permet de redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Et nous, au groupe Gambetta, on est très pour le BRS. Éléonore Slama. Pardon, excusez-moi. Non, tout à fait, Marc. Moi, je pense que le sujet, il est avant tout politique. Ce qui manque aujourd'hui, vraiment, c'est la volonté de placer le sujet du logement au cœur de nos priorités nationales. On peut avoir le plus compétent des ministres du logement. Eh bien, si celui-ci n'est pas soutenu, si les arbitrages budgétaires ne sont pas favorables, on pourra... jamais avoir de réforme structurante et changer la vie des gens en la matière. Aujourd'hui, nous devons absolument relancer la production de logements, en particulier de logements abordables. Nous devons lutter contre la vacance, vous le savez, c'est un de mes sujets de prédilection, mais aussi lutter contre la spéculation immobilière. Nous devons renforcer les politiques de mixité, j'espère qu'on y reviendra. Et bien sûr, c'est... important aujourd'hui, rénover le parc public comme privé pour l'adapter et faire face à la crise climatique. Mais nous sommes vraiment à ce stade dans une crise d'impuissance publique. Il faut redonner les moyens. Le gouvernement doit redonner les moyens aux acteurs, quels qu'ils soient, publics comme privés, pour agir les voies et les moyens nécessaires pour remplir leur rôle au service de l'intérêt général. Norbert Fanchon, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, mais ça va exactement dans le même sens. C'est effectivement dans ma litanie des grandes mesures, il n'y en a pas depuis 2017. Et il n'y en a pas depuis, effectivement, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et on sait, on rappelle combien de ministres du logement nous avons depuis 2017 ? Je crois que j'ai arrêté de compter. On est à 8. 17, 22, c'était calme. C'est après 22 où c'est oui, voilà. C'est vrai que, 22, on doit être à 6. Et surtout, on en a eu 3 en moins d'un an. Et à chaque fois, le ministre gardait un portefeuille, mais il perdait le logement. Et donc, le président de la République considère que l'immobilier, c'est une rente, que les propriétaires, ça ne sert pas à grand-chose, que le capital mis dans l'immobilier, ça devrait être mis ailleurs. Et effectivement, depuis 2017, pas de grande loi. Éléonore a raison, pas de volonté politique, pas de stratégie.
Et le logement, c'est fait d'abord par une stratégie, par des moyens donnés par l'État, par une vision, et c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. Alors, en tant qu'élu local, Éléonore, est-ce que vous pensez que la décentralisation des compétences en matière de logement a affaibli le rôle d'un ministre ou au contraire a permis des politiques plus adaptées aux réalités locales ? Alors, décentraliser, c'est bien, mais encore une fois, décentraliser sans moyens, c'est brasser du vent, c'est brasser de l'air. La décentralisation, elle permet de faire face aux spécificités locales. Par exemple, à Paris, nous faisons face à des défis extrêmement différents par rapport à des communes rurales ou des villes de taille moyenne. Et les politiques à mener pour répondre justement à la crise du logement, elles doivent coller aux attentes et aux besoins des territoires. Mais sans cadre national, eh bien, on assiste à des inégalités criantes entre les territoires. Certaines communes, par exemple, c'est malheureusement un sujet aujourd'hui, eh bien, contournent les quotas de logements sociaux, et d'autres communes n'ont tout simplement pas les moyens d'agir, pas les moyens d'investir. Un ministre du logement fort doit être un partenaire des collectivités locales, capable de proposer un cap, Norbert l'a dit, une vision, un chemin, et puis de coordonner les efforts au niveau national afin d'assurer la solidarité nationale. C'est très important. Norbert Fanchon, vous dirigez un groupe engagé dans la production de logements. Le groupe Gambetta, c'est 5000 lots. Alors, c'est 5000 lots en patrimoine, mais on est maintenant sur une base entre 600 et 800 logements neufs par an. D'accord. La crise est passée par là, malheureusement. Est-ce que vous diriez que l'État reste un partenaire clé pour des projets ambitieux ou que son rôle s'est réduit à celui de simple régulateur ? Alors, l'État est un régulateur, ça d'une façon générale, voilà, parce qu'il crée des normes, il crée des contraintes. Mais l'État, en matière de logement, c'est une vision, des moyens. Et alors, je ne vais peut-être pas avoir la même vision des collectivités locales qu'Éléonore, mais jusqu'à présent, on avait un État qui donnait les moyens des objectifs ambitieux et des collectivités locales qui donnaient les possibles. Le possible, c'est ce qui s'appelle le plan local d'urbanisme. Et donc, c'est sur un terrain, on pouvait faire X mètres carrés, X logements. Et depuis 10 ans, en fait, les collectivités avaient plutôt tendance à baisser le nombre de logements, nous demander de supprimer un étage, de créer des reculs par rapport aux voisins. La peur de construire s'est incrustée dans les collectivités locales. Et on avait un rapport de force, excusez-moi du terme rapport de force, mais il est réel. L'État voulait des logements, et notamment des logements sociaux. Ça poussait à la construction, et des collectivités qui n'en voulaient pas. Et donc nous, promoteurs, opérateurs, on arrivait à trouver un espèce d'équilibre au milieu de tout ça. Et aujourd'hui, ça a un peu disparu parce que la volonté de l'État de construire a réellement disparu. Il faut quand même donner un chiffre, Marc. On est passé de 420 000 logements neufs produits en 2017 à moins de 220 000 cette année, en 2024. Je pense que 2025 sera pas mieux. Et donc, soit on veut faire de la production neuve, on veut répondre aux attentes des Français, soit effectivement, on est dans une gestion de la carence, et c'est un peu le cas aujourd'hui, et on a besoin qu'un ministre, qu'un État reprenne la main sur la production de logements. Éléonore Slama, dans un arrondissement aussi dense que le 12e arrondissement à Paris, les attentes des habitants en matière de logement sont immenses. Est-ce que vous pensez qu'un ministre puisse encore répondre à ces enjeux ou que l'avenir repose uniquement sur des solutions locales ? Oui, vous avez raison de dire, Marc. Là-dessus, les attentes des habitants sont absolument immenses. Et chez moi, dans le 12e arrondissement de Paris, le sujet, c'est vraiment le coût du logement, le coût abordable du logement. Et oui, bien sûr, un ministre peut nous aider à répondre à ces enjeux. Mais encore faut-il, encore une fois, nous donner les moyens d'agir. Or, précisément, c'est exactement le contraire qui se passe depuis 2017 en la matière. C'est la baisse du budget des collectivités locales, qui d'ailleurs doivent assumer de plus en plus de missions. Et puis, c'est aussi la casse des APL, etc., qui grève le budget des bailleurs. C'est 1,3 milliard d'euros sur les fonds propres des bailleurs qui sont ponctionnés chaque année. Et en plus, on a eu une hausse de la TVA qui est passée de 5,5 à 10% sur un certain nombre de logements sociaux. Donc, il y a ces sujets-là. Et puis, il y a aussi d'autres sujets. Prenons par exemple un cas concret, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est celui de l'encadrement des loyers. Il pourrait prendre fin à l'horizon de 2026. Exactement. Et moi, je pense, et on est un certain nombre d'élus locaux de grandes métropoles, qu'il faut absolument pérenniser ce dispositif qui ne doit pas s'éteindre, mais au contraire être renforcé et être conforté. À Paris, il a permis des choses très concrètes, une diminution du loyer de 162 € par mois pour les locataires. Donc, ce n'est absolument pas neutre. C'est une mesure, c'est un outil de justice sociale qui a fait ses preuves. Et donc, le ministre du Logement doit pouvoir nous permettre, lorsque c'est pertinent, comme dans des villes comme Paris, de mettre en œuvre ce type de procédé.
Norbert, avec les défis comme la rénovation énergétique et la crise des passoires thermiques, les promoteurs, est-ce qu'ils peuvent passer d'un cadre national fort ou est-ce qu'elles peuvent se passer de ce cadre national fort ou ou pas? Non, très, très clairement non. Mais, et puis, les promoteurs, c'est une chose, mais le logement, c'est la base de notre société. Et c'est un peu, enfin, c'est ce que dit Éléonore dans des termes politiques, mais vous ne pouvez pas réindustrialiser le territoire, vous ne pouvez pas faire une politique sociale, vous ne pouvez pas faire une politique de tourisme. Le tourisme en France, c'est quand même, et Paris en est là à la preuve, une source de richesse assez énorme. On a l'un des pays, pour ne pas dire le pays le plus beau du monde. Profitons-en, exploitons-le. Et le tourisme en est une source, mais il faut aussi de l'immobilier pour ça. Et donc, le logement, c'est au cœur de notre activité. Et donc, si on veut que ça soit au cœur de notre activité, il faut quand même, puis en France, on a quand même ce côté régalien, il faut que ça soit géré par l'État. Moi, je rajouterais une composante quand même à ce que dit Éléonore, c'est l'investisseur particulier. La France, c'est aussi du locatif privé. On a fait le choix en 86 de passer des institutionnels aux investisseurs privés, particuliers, pour porter ce locatif privé. Il n'y a plus de loi de défiscalisation aujourd'hui. C'est entre 1 million et 1 500 000 logements, donc c'est essentiel dans le parc locatif. C'est ce qui a permis à sortir beaucoup de projets, notamment dans les zones d'aménagement. L'État, le premier propriétaire de foncier, s'est enrichi aussi grâce à ces dispositifs. Il faut que l'État réfléchisse à un statut du bailleur privé, à une nouvelle loi fiscale. Mais le logement, c'est du locatif social, de l'accession à la propriété et au milieu, un locatif intermédiaire. Éléonore Slama, la mixité sociale est un objectif souvent évoqué, mais rarement atteint. Que manque-t-il à la politique du logement pour réellement répondre à cet impératif ? Oui, la mixité sociale, c'est pas une incantation, c'est un choix politique et chacun doit prendre part à cette solidarité nationale. Et une petite dégression quand même sur la loi SRU, qui est plus que nécessaire aujourd'hui, mais qui a été un peu remise en cause ces derniers temps par le gouvernement. Sans cette loi, c'est des dizaines de milliers de logements qui n'auraient pas vu le jour, surtout dans les territoires dans lesquels ils ont été créés. Or, aujourd'hui, encore une fois, certains maires préfèrent carrément payer des amendes plutôt que de respecter les quotas. Il est absolument temps, à mon sens, de renforcer les sanctions et d'accompagner les communes dans leur effort. Et puis, moi, j'y tiens beaucoup, et c'est ce que j'essaye de mettre en place sur le territoire du 12e arrondissement, c'est pouvoir aussi, outre l'investissement massif dans le logement social, mettre en œuvre des véritables politiques de peuplement, quand c'est possible, dans nos logements, pour qu'il y ait cette vraie mixité avec différentes catégories de logements publics, que ce soit du logement social, et on a différents types de logements sociaux, ça va du PLAI, PLUS, PLS, etc., au logement intermédiaire. Et je pense que c'est très important de garantir cette mixité, et les élus locaux, parce qu'ils sont des fins connaisseurs de leur territoire, doivent pouvoir mettre ça en œuvre. Norbert Fanchon, en 2025, le portrait robot type idéal du ministre idéal, ce serait quoi ? En quelques mots. Valérie Létard, très clairement. Il n'y a pas de raison. On a une ministre qui connaît très bien le logement. Elle est dans un grand ministère maintenant de l'aménagement qui fait un peu penser au ministère Borloo. Avec un grand élu local qui connaît bien ce qui se passe dans sa métropole et qui a une très bonne vision du logement puisqu'il a fait un rapport il y a 3-4 ans, donc François Rebsamen. Donc on a tout pour réussir avec ces personnalités-là. On a en plus un ministre des Finances, Éric Lombard, ministre de l'économie, pardon, qui vient de la Caisse des dépôts, donc qui connaît très bien aussi le logement, qui connaît très bien le logement social. Donc pour moi, on a un trio gagnant. Maintenant, on espère tous qu'ils vont rester, durer, qu'ils auront le temps de l'action et les moyens de l'action. Et c'est exactement ce que rappelle Éléonore dans son discours. On a besoin soit d'un grand ministère, et c'est ce qu'on a aujourd'hui, soit effectivement d'un ministre qui amène quelque chose à la majorité, qui amène le petit delta qui fait que les voix passent à l'Assemblée nationale. Merci à tous les deux pour vos réponses. Tout de suite, c'est l'info du jour. Vous écoutez Radio J. Radio J. Et vous cherchez à alléger vos mensualités de prêt immobilier. Le prêt progressif pourrait être une solution. Ce type de prêt permet de commencer avec des mensualités plus basses qui augmentent ensuite chaque année d'environ 1%. C'est idéal pour les jeunes cadres ou les primo-accédants dont les revenus sont appelés à progresser. Mais attention, ce prêt coûte plus cher au final qu'un prêt classique. Il faut donc faire bien anticiper l'évolution
de vos finances pour éviter de se retrouver en difficulté lorsque les mensualités augmenteront. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et le Club Imo qui reprend, et comme chaque jeudi, on vous propose un petit tour du monde de l'actualité immobilière. Direction, sans plus attendre, Playa del Carmen, c'est au Mexique, avec David Regna. Bonjour David. Bonjour, ravi d'être avec vous. Oh là, comme dirait l'autre. Alors, dites-moi, en ce moment, on parle beaucoup de la taxe foncière dans votre pays, avec cette taxe foncière qui a une particularité chez vous. Vous pouvez nous dire? Oui, alors la taxe foncière ici déjà, elle est très très faible par rapport à ce qu'on peut connaître en France. En gros, c'est moins d'un millième de la valeur de votre bien. Mhm. Et ensuite, il y a une très grosse Donc ça veut dire quoi? particularité, c'est Pour qu'elle est... 200 000 euros, ça ferait 200 euros, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, grosso modo, c'est ça. C'est même un petit peu moins dans les faits. Mhm. Et l'autre particularité, c'est qu'elle est due d'ici le mois de mars. Et si vous la payez, par exemple, en janvier, vous avez une réduction de 25%. Ah bah voilà, une bonne idée. C'est une bonne idée, ça. Eh oui, c'est pas mal, hein, ça pourrait vraiment inspirer. Alors, David, on parle aussi beaucoup de la Riviera Maya comme d'une destination prisée des investisseurs. Mais il semblerait que la demande immobilière sur place évolue rapidement, notamment sous l'influence des Nord-Américains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Oui, absolument, Marc. Ce que l'on observe, c'est vraiment une adaptation rapide du marché local aux standards américains. Comme vous l'aviez mentionné la semaine dernière, l'émergence d'une véritable classe moyenne mexicaine et l'afflux massif de touristes nord-américains transforment profondément la demande en matière de Alors, logement ouais. ici. Et quelles sont précisément les attentes de ces nouveaux résidents? Alors, les principales demandes portent déjà sur des logements plus grands et mieux équipés. Par exemple, un studio ici peut mesurer jusqu'à 50 mètres carrés, donc c'est sympa. Hmm. Et les résidents cherchent également un niveau de confort élevé, c'est-à-dire isolation phonique, climatisation, cuisine équipée, mais également des services dans les résidences, comme par exemple des piscines, des salles de sport, des clubs pour enfants, des spas et même parfois des studios d'enregistrement pour youtubeurs. Hmm. Dites-moi, au niveau des loyers, on parle de tensions dans certaines régions. C'est également le cas chez vous au Mexique? Oui, alors c'est tout à fait exact, mais cela reste assez localisé. En fait, il y a 3 zones principales qui connaissent des tensions locatives. C'est évidemment la capitale, Mexico City, les zones à forte concentration touristique, comme celle, de Playa del Carmen et également les zones où les entreprises étrangères, notamment américaines, investissent massivement. Hmm. On imagine que l'arrivée des entreprises étrangères, elle a un impact sur les salaires. Est-ce que c'est aussi un facteur d'inflation sur le marché immobilier? Oui, tout à fait. Alors, les entreprises étrangères proposent des salaires bien supérieurs à la moyenne des entreprises mexicaines. Et le travailleur mexicain est réputé pour être dur à la tâche, mais assez mobile et assez infidèle. Il n'hésite pas à changer d'emploi s'il trouve mieux ailleurs. Donc, pour les retenir et ne pas avoir un turnover trop important, les employeurs doivent offrir de bonnes conditions. Évidemment, ce renchérissement des salaires pèse également sur le marché locatif. On va reparler un petit peu des ventes là. Qu'en est-il, pardon, au niveau des prix des mètres carrés? Est-ce que les prix ont flambé chez vous? Oui, alors notamment sur la riviera Maya, depuis 10 ans, en fait, les prix ont été multipliés par 3. Et dans certaines Ouais, zones, les prix d'accord. continuent d'augmenter de 10% par an, donc c'est plutôt sympa. Merci beaucoup, David, pour toutes ces précisions. On rappelle que vous êtes fondateur d'Helios Premium Immobilier et que vous êtes basé à Playa del Carmen. Vous nous faites rêver chaque semaine. Bonjour, Michael Wiesenfeld. Salut. Michael, vous vivez à Miami depuis plusieurs années. Comment est-ce que vous percevez l'impact de la crise du logement sur les habitants, notamment ceux à faible revenu dans une ville où le coût de la vie ne cesse d'augmenter? Oui, la crise du logement, en fait, elle a effectivement eu lieu en 2021-2022 avec une hausse des loyers qui a été fulgurante du fait tout d'abord de la forte demande pour Miami pendant le Covid et deuxièmement du fait que les gens ne quittaient pas leur logement. Donc il y avait un turnover très faible et donc un inventaire qui restait très restreint. Hmm. Et le résultat, c'est que les loyers ont augmenté de 50 à 100% en moins d'un an. Et donc, ça fait une gentrification gigantesque. Donc,
en 2023, après cette crise, les choses se sont un peu rétablies du fait de la loi du plus fort, avec une population qui a dû partir ailleurs pour trouver des loyers moins chers. Et ils ont été remplacés par un énorme flux de nouveaux arrivants provenant notamment de New York et de Californie. Et donc le marché s'est normalisé, mais à la hausse. Est-ce que vous pensez, Michael, que le Miami, c'est encore possible pour ceux qui veulent y vivre aujourd'hui comme locataire? Comme investissement? Ah oui, pardon. Oui, tout à fait. C'est juste que le ticket d'entrée est plus Et plus élevé, élevé. Hein. mais les loyers sont plus élevés également. Donc, ça va de pair. Les opportunités pour les investisseurs sont toujours là. Mais encore une fois, oui, avec des tickets d'entrée plus élevés. Alors, il faut bien se rendre compte pour les gens qui connaissent pas bien Miami qu'il y a 10 ans, c'était une petite ville de province. Moi, quand je suis arrivé il y a 15 ans, j'appelais ça la deuxième division à tous les niveaux dans l'échelle d'emploi. Aujourd'hui, c'est la Champions League, si on reprend l'analogie Footballistique. du sport et du football. Et la différence principale, aujourd'hui, c'est qu'on a un marché beaucoup plus stable du fait qu'il y ait moins d'investisseurs et moins d'investisseurs étrangers et plus d'Américains qui achètent en résidence principale et en résidence secondaire. Donc ça stabilise le marché, ça le rend plus élevé aussi, mais les opportunités sont toujours là et il y a une très forte demande locative. Donc pour les investisseurs, c'est idéal. Et on rappelle, votre site internet, c'est miamiimo.com si on a envie, effectivement, d'aller voir un peu ce que vous nous proposez. Merci, Michael Wiesenfeld. On vous reprendra plus longuement la prochaine fois. On rappelle que vous êtes fondateur de The Freud Group. Votre site, on le rappelle, miamiimo.com. À très vite sur Radio J. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.